Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue à une nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Alors, ce soir, je suis toujours en compagnie de mon complice Charles Dagneault. Bonsoir. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on a deux sujets qui, encore une fois, ont peu de choses en commun. Moi, je vais parler d'un personnage, mais toi, tu vas nous parler d'un endroit, le phare de Tevennec. Un endroit hanté. Hanté en plus. Moi, je vais parler d'un héros, il est considéré comme ça aux États-Unis, un héros américain, sauf que, originellement, il est québécois. Il s'appelle Edward P. Doherty. Il est né à Wickham. Alors, pas tellement loin, dans la région centre du Québec. Alors, dans la municipalité, dans la région administrative du centre du Québec, d'à peu près 2600 habitants, qui a été proclamé le canton de Wickham en 1802, mais la colonisation a commencé vers 1825. Le premier colon s'appelle M. Augustin Well. Et on va voir arriver dans les années 1830 des immigrants dans cette région-là, parmi lesquels des Irlandais. On sait que les années 1830, c'est la migration de millions d'Irlandais qui fuient la misère en Irlande. Arrive un couple, Joseph et Margaret Doherty, qui s'installent, qui quittent le comté de Sligo et la grosse misère dans les années 1830 et viennent s'installer au Bas-Canada, dans un nouveau village qui s'appelle Whately, qui va devenir Wickham, dans le comté de Drummond-Arthabasca, à l'époque. C'est là que va naître notre personnage, Edward P. Doherty, c'est le cadet d'une famille de 6 enfants. Il naît en 1838. Lui, il va avoir un destin un petit peu différent des autres. Il va passer son enfance à Wickham, puis il va s'inscrire dans des classes de langue anglaise du collège de Saint-Hyacinthe. Donc, il va faire une éducation collégiale supérieure à l'époque. Il va étudier là de septembre 1855 à juin 1857, donc 2 ans. Et ceux qui le connaissent à l'époque vont le décrire comme quelqu'un d'un caractère remuant et aventureux à l'extrême. On se doute qu'il ne restera pas bureaucrate quelque part. Il ne tardera pas à leur donner raison, d'ailleurs. De 1858 à 59, il va étudier le droit à Montréal avec le député de Saint-Hyacinthe, l'honorable Louis-Victor Sicotte. Donc, mais la pratique du droit, finalement, ça ne le branche pas trop. Ça bouge pas assez. Ça bouge pas assez. Alors, il va faire comme presque 1 million de Québécois au 19e et 20e siècle et il va émigrer aux États-Unis. Il faut se souvenir, c'est l'époque de la Grande Migration. On a parlé de la Grande Migration des Irlandais, mais il y a eu la Grande Migration des Canadiens français aussi. Les Canadiens en général, d'ailleurs, mais les Canadiens français en particulier. Presque 1 million qui ont émigré aux États-Unis entre 1830 et 1930, d'où vont naître des communautés francophones dans toute la Nouvelle-Angleterre notamment. Il va se rendre à Boston, où il va d'abord travailler comme commis voyageur. Au moins, il se déplace. C'est déjà plus Mais les États-Unis, à cette époque-là, on est à la fin des années 1850, les États-Unis sont déchirés sur la question de l'esclavage. C'est les États du Sud, on se souvient, ont une économie de plantation qui repose sur le travail forcé des esclaves d'origine africaine. Et dans le Nord, il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus opposés à l'esclavage, qui veulent l'abolir. On accuse, les gens du Sud en particulier, accusent le candidat républicain à la présidence, Abraham Lincoln, de vouloir abolir l'esclavage. En réalité, oui, mais sa tête n'est pas faite sur comment on fait ça. Ça a l'air de très compliqué parce qu'ils sont tellement nombreux. Si on faut verser des compensations aux propriétaires, comme on a fait dans les Antilles françaises et anglaises, le budget des États-Unis risque de ne pas y suffire. Donc, on ne sait pas trop comment on va procéder, mais on sait qu'il est contre l'esclavage. Donc, lorsqu'il est élu en 1860, c'est la crise. Le 20 décembre 1860, la Caroline du Sud se déclare indépendante. 10 autres États vont suivre, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Georgie, la Louisiane, le Texas, la Virginie, l'Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Nord. Et ces États-là vont se regrouper dans un nouvel État qu'on va appeler les États confédérés d'Amérique.
et ils vont choisir un président, Jefferson Davis. C'est la sécession. Lincoln déclare tout de suite qu'il n'y en a pas question. Ça ne se passera pas comme ça. Le 12 avril 1861, on tire les premiers coups de canon de ce qu'on va appeler la guerre de sécession. Aux États-Unis, on dit la guerre civile, Civil War, du moins dans le Nord. Dans le Sud, on dit la guerre entre les États. Et le conflit va durer 4 ans. Il va engager des millions de soldats, ça va être la conscription, donc c'est une guerre massive. Notre Québécois, M. Edward Doherty, s'engage immédiatement dans l'armée de l'Union. Il est opposé à l'esclavage déjà en partant. Alors, il est à New York au moment où les hostilités se déclenchent. Il s'engage donc dans le 71e régiment new-yorkais. Ça va lui donner l'occasion de rencontrer le président Lincoln en personne lors d'une visite, d'ailleurs. Et donc, on part pour le front. C'est la guerre qui va durer, je l'ai dit, 4 ans, va engager des millions de soldats, quelque chose comme 4 millions dans le nord, 1 million dans le sud, va faire 800 000 morts sur les 4 ans. C'est vraiment là une guerre terrible. Et arrive la bataille de Bull Run, une des pires batailles de la guerre, et notre Edward Doherty est fait prisonnier par les sudistes. Il se retrouve dans un hôpital confédéré où les conditions d'hygiène sont absolument misérables, comme c'était généralement le cas à l'époque. D'ailleurs, les hôpitaux militaires, il faut le dire, on ne connaissait pas l'anesthésie, on ne connaissait pas l'asepsie, alors on ne connaissait pas les transfusions de sang. Donc, les chances de survivre à une blessure et une opération étaient assez minces. Et en plus, ben là, lui, c'est un prisonnier nordiste et ils ne sont pas très bien traités par les sudistes en partant. Mais lui, sa blessure n'est pas trop grave, alors il est intégré à un convoi de prisonniers qui doit être amené dans le sud. Plus loin dans le sud, loin des lignes. Mais avec 2 autres soldats nordistes, ils vont réussir à s'évader. Et ce qui est déjà un exploit dans des circonstances comme ça. Et ils vont marcher, pour dire que leur blessure ne va pas être trop grave, les 3 vont marcher pendant 7 jours dans des forêts puis des marécages avant de finalement rejoindre un camp de l'armée nordiste. Et là, il va prendre le temps de manger, réellement. Il va prendre le temps de manger et va demander à retourner au front, immédiatement. Alors, les journaux américains, déjà, parlent de lui comme un héros. Et là, il va être promu au grade de premier lieutenant. Et en 1863, alors que la guerre dure déjà depuis 2 ans, il va être assigné au 16e régiment de New York pour assurer la défense de la ville de Washington en cas d'attaque. Parce que Washington, géographiquement, c'est à la limite du sud. C'est l'autre côté de la rivière du fleuve Potomac, c'est la Virginie. Donc, Washington est extrêmement défendu. Et c'est là qu'il va être notre héros quand la guerre termine en 1865. Et il est encore là lorsque le 14 avril, parce qu'en 1865, les sudistes capitulent, on occupe le sud, c'est la fin de la guerre, l'armée, le général Lee s'est rendu. Le 14 avril 1865, un sudiste fanatique, un acteur, John Wilkes Booth, assassine le président Lincoln dans un théâtre de Washington. Et c'est notre Wiccamois est chargé de diriger une patrouille pour retrouver l'assassin. Ça va prendre 12 jours. On va le chercher. Évidemment, les gens dans le sud le protègent, le défendent, mais il y a quand même quelques personnes qui parlent. On finit par le retrouver dans une ferme en Virginie, dans une grange. Et là, il est là et il tente de résister. Il va sortir une arme à feu et un des soldats de Doherty va l'abattre. On ne sait pas encore, il y a un flou à savoir si Doherty avait donné l'ordre ou si le soldat tirait avant. Ce qui est sûr, c'est que Doherty n'a pas semblé manifester beaucoup de regrets, mais il aurait aimé mieux le prendre vivant quand même. Ironie du sort, en tout cas pour Doherty, on fouille les poches du cadavre de M. Booth et qu'est-ce qu'on trouve? De l'argent canadien. Il a séjourné il n'y a pas longtemps à Montréal. Parce qu'à Montréal, il y avait beaucoup de sympathisants du Sud. Il y avait des gens qui, au Canada, soutenaient le Sud pour différentes raisons. D'abord, parce qu'on aurait aimé voir les États-Unis se séparer en 2 États. Le Canada se serait senti moins menacé.
Deuxièmement, parce que il y avait aussi, pour les francophones, il y avait la Louisiane qui faisait partie des États du Sud. Et il y avait des gens qui disaient, on peut pas se battre contre... Il y a beaucoup de sang français en Louisiane. On oubliait que dans les armées nordistes, il y avait au moins, tous les régiments qui venaient de la Nouvelle-Angleterre, il y avait au moins 10 de francophones dans ces régiments-là, parce qu'il y avait des communautés francophones aussi en Nouvelle-Angleterre. Toujours est-il que c'était la preuve que Booth avait séjourné à Montréal. Alors, on ramène le cadavre, et bon, il est identifié, puis bon, son cas est réglé. Doherty, bien, il reste dans l'armée. Et là, il est muté dans le 5e de cavalerie. Beaucoup de mutations à la fin de la guerre parce qu'on réduit la taille de l'armée américaine, de l'armée de l'Union, on démobilise. Alors, l'armée va passer en quelques années de 4 millions d'hommes à quelques dizaines de milliers. Donc, on les change, ils se font souvent changer de régiment. Les officiers, souvent, sont rétrogradés. C'est comme ça que le général Custer va devenir lieutenant-colonel. Et Doherty, donc, reste dans l'armée. Participe dans le 5e de cavalerie. Il va participer à la guerre contre les Cheyennes, une tribu des prairies, tribu autochtone des prairies, en 1869. Il semble qu'il n'a pas tellement aimé cette fonction-là. Il avait l'impression d'être un peu en contradiction avec le fait de s'être battu contre l'esclavage. Toujours est-il qu'il semble qu'il soit tombé un peu dans l'alcoolisme. Il y a peut-être un choc post-traumatique aussi. Ça arrive souvent à la guerre. Donc, il y a problème d'alcoolisme, d'indiscipline. Et on va finalement... Il va être honorablement libéré, honorably discharged, comme on dit, de l'armée, après une série de violentes altercations avec des gens, des bagarres aussi. Aujourd'hui, probablement qu'il serait diagnostiqué post-traumatique. Donc, il est de retour à la vie civile. Il va se marier, finir par trouver un emploi lucratif comme inspecteur des travaux publics à New York. Et à sa mort en 1897, le New York Times va lui rendre hommage dans un article soulignant son rôle dans la capture de l'assassin de Lincoln et va établir un dossier parce qu'il y avait eu des critiques après, comme quoi il n'y avait pas eu de rôle à jouer là-dedans, qu'il n'était même pas là, des trucs comme ça qui avaient sorti. Et on a rétabli les faits. Il était bel et bien là. Il conduisait l'expédition et sa carrière militaire était tout à fait honorable. Et donc, on a rétabli sa réputation en même temps en 1897. Alors, c'est le destin de ce garçon de Wickham, Edward P. Doherty. Durant la guerre civile ou la guerre de sécession américaine. Et puis, c'est drôle que tu as mentionné qu'il avait trouvé de l'argent canadien dans les poches de John Wilkes Booth. Et puis là, on a il ne savait pas nécessairement que l'officier était canadien ou un expatrié canadien. Non, c'est ça. Moins, là. Ça aurait pu mal tourner, j'imagine. Peut-être. Quoique, c'était des trucs qui concernaient plus les services secrets, en général, ces choses-là. Mais il y a eu effectivement une activité sudiste au Canada, à partir du Canada, même une razzia sur une banque au Vermont, à St. Albans, à partir du Canada. Ça avait créé un incident diplomatique majeur, d'ailleurs, durant la guerre. Toi, tu vas nous parler d'un phare. On change de sujet et de registre, évidemment. Je me suis intéressé ces derniers temps aux phares. Ce sont des structures différentes. C'est des lieux, des structures inhabituelles. Et puis, forcément, se sont rattachés à ces lieux-là des histoires à dormir debout. Parce que nous autres, on a toujours un côté... de chaque côté de la clôture. Alors, c'est basé, je crois, là, sur le concept qu'on a de la romance, de vivre isolé comme ça dans un phare. Chaque jour, tu vas te lever avec le soleil, tu vas accueillir le spectacle de l'océan. Ta vie est rythmée par les marées, puis par l'entretien minutieux et très, très, très important de la langue qui est le sauvetage des marins. Et puis, les phares existent depuis l'Antiquité. Jusqu'à une certaine époque, les phares étaient construits sur terre. Par contre, à l'avènement du 19e siècle, on a commencé à penser construire soit sur des îlots au large ou des structures fabriquées pour la circonstance.
il faut comprendre que la différence entre un phare de terre et un phare de mer, c'est les occupants. Un phare de terre, il va avoir un équipage d'un seul gardien, et puis il est près quand même du village, puis l'approvisionnement est plus simple, et puis la vie aussi est plus normale. Alors que si on se retrouve sur un rocher au milieu de l'océan, l'équipage est de 3 gardiens, puis ils sont renouvelés plus souvent. Mais dans le cas du phare de Thévenec, comme c'était dans les premiers, il était au large, mais on le considérait comme un phare terrestre, donc il y avait seulement un gardien, puis ça a créé certaines situations. Alors là, il faut parler de l'endroit en question. Le département du Finistère, en Bretagne, c'est un monde océanique, et il y avait ce rocher juste à l'entrée de ce qu'on appelle la baie des Trépassés, qui porte son nom justement à cause du nombre de marins et de naufrages qu'il y a eu à l'époque. Et puis, en Bretagne, c'est un endroit aussi qui est dans les superstitions. Et puis, à l'époque ancienne, c'était choisi par les druides qui considéraient que l'île en question était un lieu sacré, et puis ils faisaient leurs pratiques sur cette île-là. Plus loin dans le temps, au Moyen Âge, on a parlé de l'occupation par des moines. Et puis, des moines sur l'île comme ça, ben c'était justement pour s'isoler. Peut-être qu'il y en a qui fuyaient à la persécution aussi. Donc, on a cet aspect-là de la baie des Trépassés, et puis de l'occupation par des magiciens, des druides qui étaient des prêtres, ni plus ni moins. Là. C'est venu au fait que là, la légende que des esprits maléfiques qui ont commencé à hanter l'île en question. Certains disaient que c'était des âmes des marins perdus dans des naufrages, entre autres à la baie des Trépassés, l'esprit des moines anciens qui avaient vécu sur l'île, et puis sans doute aussi les divinités druidiques là, de l'époque. Les marins racontaient des histoires effrayantes là-dessus, des lumières fantomatiques, des voix sinistres portés par le vent, et évidemment des navires qui disparaissent soudainement dans des eaux très, très sombres. C'était des récits qui ont créé une atmosphère de peur puis de superstition. Là. Mais ça prenait la nécessité de mettre un phare à cet endroit-là. Elle était évidente, et puis personne n'osant entreprendre de construction-là. Un, pour la difficulté de l'entreprise même, et deuxièmement aussi à cause des peurs paniques. Alors, entre un des premiers investigateurs du mystérieux, je dirais, un dénommé Théodore Herzade de la ville marquée. C'est un érudit, lui. Il est collectionneur de légendes, entre autres. C'est pas un novice dans le sujet. Lui, il va décider de résoudre le mystère en question, puis il va se rendre sur l'île pour enquêter. Fait qu'en arrivant sur Thévenec, il va être confronté par des vents violents, une mer agitée, et puis il se laissera pas décourager. Puis pendant son séjour, il va observer des bruits étranges, des ombres dansantes, les fameuses lumières qui semblent provenir des profondeurs. Mais à la fin de ça, il va expliquer tout ça par que les esprits maléfiques sont en réalité des phénomènes naturels, des illusions d'optique qui sont créées par les courants, les rochers. Donc, c'est un esprit rationnel. Rationnel. Et voilà, le phare va finir par être achevé en 1874, parce que là, les gens vont l'écouter, il y avait quand même... Et puis, depuis cette époque-là, il va guider les marins en toute sécurité. Là. Les eaux dangereuses de la baie des Trépassés, bon, ben, vont pouvoir arrêter de faire des victimes. Ça n'a pas été le cas, il y en a eu d'autres naufrages après, mais disons qu'il a fait quand même un bon travail. Il est encore en utilisation, mais il est automatisé. Depuis très, très longtemps. Comme la majorité des phares. Comme la majorité des phares. Alors, là, malheureusement, comme je mentionnais tantôt, il y avait un seul gardien. Ils n'ont pas fait long feu quand ils arrivaient là. Le premier gardien, c'est un dénommé Henri Guézenec, qui est resté très peu de temps avant de devenir fou. Quel genre de folie il s'agit, j'ai pas d'informations. Ouais, à l'époque, cependant, il entendait des voix qui lui disaient dans le langage breton, « Va te kerskuit, à ma flag », ça voulait dire « Va-t'en d'ici, c'est ma place ». Probablement suffisant s'il entendait des voix pour qualifier qu'il n'était pas bon pour le travail en question. Alors, il a quitté son poste, puis il a laissé la place à un dénommé Alain Menou, qui, lui, va rester quand même 7 ans. Mais lui aussi, il est devenu fou.
Oui. Là, il racontait encore les fameux phénomènes patentes. Un autre gardien, un dénommé Millier, il va y décéder sans qu'on puisse lui porter secours, et puis dans des conditions très floues. On ne sait pas de quoi qu'il est mort, lui. Ils l'ont retrouvé mort sur l'île. Un autre, un dénommé Kerbiriou, lui, il a perdu la vie dans les bras d'une autre personne. Il l'a vu mourir, puis on ne sait même pas de quoi qu'il est mort. Un autre, ben lui, il a eu un accident. C'est un autre gardien, il est tombé sur son couteau. Et puis, il s'est sectionné l'artère fémorale. Il y a une famille qui a vécu là pendant 5 années, les Kémérés, avec 4 de leurs enfants, puis ils ont aménagé des crèches pour les animaux. Mais ça ne devait pas être si paisible que ça. Ils ont toffé 5 ans, eux autres, puis ils ont demandé d'être affectés à un autre phare. Après leur départ, il y a un nouveau gardien, dénommé Repart, puis son épouse qui est arrivée. Ils ont pris possession des lieux, puis le beau-père du gardien, il va mourir là, emporté par une lame, par une vague. Après ça, c'est l'enfant, le nourrisson qui vont mourir. En tout, là, si on fait l'histoire au complet, il y a 23 hommes qui sont morts là en une trentaine d'années. C'est pourquoi on a automatisé le phare en 1910, et puis depuis ce temps-là, le phare... On commence à se dire que c'est dangereux, là. Et puis, là-dedans, il y avait des couples. Hein. Ben, là, je ne peux pas nommer les 23, mais pour que le phare ait cette réputation-là, c'est certain qu'il est arrivé toutes sortes de choses, là. Il paraît que la famille que j'ai mentionnée, eux autres, ils semblent avoir échappé à la malédiction. Malgré certains hivers terribles, ils ont vécu sur le phare de 1900 à 1905, puis ils ont eu 3 enfants, là. Et puis... après ça, ben, comme en 1910, là, le phare a été automatisé. L'île est un espace théâtral. Ça, c'est une dénommée Chalansky, qui est un artiste là, qui donne son opinion sur ça. Tout ce qui se passe concentre presque inévitablement en histoire, en comédie, au pays de nulle part, des sujets littéraires. La vérité et poésie, ils sont inséparables car la réalité est mise en fiction et la fiction réalisée. Ça décrit quand même assez bien là, ce que ça pourrait être de vivre tout seul au milieu des tourmentes de l'océan, entre autres, de devenir fou, ça, de se blesser, d'être abandonné. Ça voulait dire aucune communication. Exact. Aujourd'hui, il y aurait une radio, il y aurait une télé, il y aurait l'Internet. À l'époque, il n'y avait absolument rien de ça, là. Oui, et puis il y a des écrivains qui ont écrit sur le sujet, comme il y en a qui ont évoqué les voix des marins morts qui résonnent. D'autres racontent l'histoire des gardiens qui sont devenus fous sur place, ceux qui ont été emportés par la mer. Là, le phare, depuis cette époque-là, il est hanté puis il est rempli de signes d'outre-tombe. Même des croix qui avaient été scellées dans la roche à un certain moment pour exorciser les lieux ont été emportés par la vague puis ont été remises en place. Même en 2009, il y en a encore qui vont réinstaller ces fameuses croix-là pour protéger. Là, ils ont aussi découvert qu'il y avait une caverne souterraine qui, justement, provoquait certains des phénomènes et d'autres choses aussi. Là, Puis, le temps passe. Tu voulais nous parler des phares québécois aussi? Oui, justement, merci de mentionner ça. Ici, au Québec, on a quand même certaines légendes qui tournent autour des phares, dont celui de Pointe-au-Père. Là, c'est évidemment lié au naufrage de l'Empress of Ireland. Et puis, par contre, Cap-des-Rosiers, ça, c'est le Parc national Forillon. C'est le plus haut phare au Canada. Les histoires circulent sur des apparitions de gardiens décédés et des phénomènes inexplicables. L'île Verte, deuxième plus vieux phare au Canada, le fantôme d'une femme nommée Marianne Lépine, cette fois-là. Qui aurait péri dans un naufrage. C'est elle qui habite maintenant les lieux. Pointe-des-Monts, Côte-Nord, théâtre de diverses apparitions, bruits classiques comme ça. Gardien décédé, évidemment, qui continue. On est l'île aux Coudres aussi, dans le fleuve Saint-Laurent, puis Cap-aux-Meules. C'est tous des témoignages qui racontent d'avoir été témoins de certains faits. Puis même le musée de Lillet a son propre... puis j'ai vu quelque chose là, personnellement aussi. Parce qu'il faut dire que les phares sont souvent dans des endroits isolés. Inaccessibles, et les personnes qui travaillaient là étaient isolées. Et on sait que l'isolement, c'est propice à susciter des hallucinations, à créer toutes sortes de phénomènes psychologiques. Rajoutons à ça les druides, l'histoire, le fait aussi... Oui, de quoi alimenter l'imagination. La baie des Trépassés, la caverne, les lumières étranges. Tout est là pour en faire... c'est l'histoire, l'archétype
de la hantise dans un phare, on peut pas trouver mieux que ça. On parlait de légende, tu parlais de l'Ankou, oui, l'Ankou. Et d'un monstre marin aussi. Ouais, l'Ankou, c'est la figure de la mort. Dans le folklore breton. La faucheuse dans le folklore breton. Et puis l'autre, c'était le Bagloz, c'est une créature légendaire de la mythologie bretonne, comme un monstre marin ou dragon qui hante les eaux. Alors là, les navires étaient naufragés par un monstre, la Bagloz, entre autres. Oui, ça, toutes les légendes se retrouvent. Ça, c'est classique dans les endroits dangereux. Souvent, il part toutes sortes de légendes, qu'on pense au Triangle des Bermudes, mais aussi même à des endroits, je me souviens d'avoir lu, par exemple, que dans l'Amazonie, à certains endroits, on s'imaginait qu'il y avait une espèce de serpent, d'anaconda géant, sous les eaux du fleuve, et que sitôt que quelqu'un se noyait, on disait « Ah, c'est l'anaconda qui l'a pris », mais on n'avait pas vérifié. C'est simplement que l'imagination se mettait à marcher et il ne faut pas oublier, comme j'ai mentionné, l'isolement, grand facteur. C'est le facteur, je crois, qui fait que ces lieux-là sont différents des autres. C'est la solitude, c'est la nature omniprésente, c'est le maritime, les créatures sous-marines, c'est toute la géographie des lieux. Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que la personne isolée est sujette, comme on l'a dit, peut-être à des hallucinations ou à des différents phénomènes psychologiques. Mais les autres qui savent qu'une personne ou une famille à cet endroit-là ne peuvent pas s'empêcher de se demander ce qui se passe. C'est pas comme les voisins à qui on peut aller parler tous les jours. Non. On se contente de savoir qu'ils sont là. Et la communication est presque impossible. Et puis quand on découvre quelque chose, souvent inexplicable aussi, parce qu'il n'y a pas de témoin. Exactement. Le gardien de phare avec son couteau, l'autre qui est décédé, on ne sait pas pourquoi. Et puis il y a eu des événements naturels aussi qui sont arrivés, là, genre vagues féroces. Et la science médico-légale n'était pas ce qu'elle est autrefois. Alors, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin de notre émission, finalement. Alors, mesdames et messieurs, ici, merci Charles. Et mesdames et messieurs, ici André Pelchat qui vous dit au revoir, à la semaine prochaine. Restez à l'antenne de TVCBF.